préparé beaucoup. Ce sera impossible de présenter ce soir, c'est ce que je présentais, je regarde, ça fait 116 transparents, d'accord, pour 1 heure et quelques. Mais mon objectif sera de allumer 2, 3 idées, et après, je suis devant vous, oui, association de l'école polytechnique, peut-être que c'est le plus smart public que j'ai eu dans ma vie. Donc, ce n'était pas l'objectif de vous dire des paroles qui ne servent plus à grand-chose. Par contre, si vous avez 2, 3 petites associations, 2, 3 petites métaphores, paradigmes, je suis convaincu que vous allez appeler tout seul et, pourquoi pas, utiliser ChatGPT pour dire qu'est-ce que c'est ça, quelle est la relation entre ça et ça. Et donc, dans une courte présentation, je vais vous dire 1, 2, 3 mots sur moi, parce que vous pouvez dire, mais monsieur, il est assez âgé, et qu'est-ce qu'il parle de l'intelligence artificielle, ok? J'ai eu la chance, justement, de faire en Roumanie une faculté de cybernétique, statistique et informatique, d'accord? Donc, c'est modélisation, c'est analyse de données, c'est programmation, et finalement, quand j'ai rencontré l'intelligence artificielle, c'était quelque chose de naturel. Faire une fonction de régression. En 91, en arrivant à Lyon, j'ai entendu pour la première fois parler de neurones artificiels. Je pensais que le prof, il n'est pas tout à fait... Il n'a pas pris ses pastilles le matin, OK? Mais après neurones artificiels, c'était réseau de neurones. Et je me rappelle justement qu'on a utilisé même des réseaux de neurones de Hopfield. Et vous savez que Hopfield a reçu le prix Nobel pour 2024. Et l'idée est qu'à partir de ça, j'ai essayé de suivre un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, OK? Et je veux passer vite sur tous ces éléments, OK? Parce que, avant de vous parler d'intelligence artificielle et cognition humaine, ou plutôt aussi atrophie cognitive, je voulais montrer que l'intelligence artificielle, elle est arrivée aussi dans un moment qui est assez critique. D'accord? Et peut-être qu'elle va amplifier des carences de notre société sans se rendre compte. D'accord? Première, voilà, perception limitée de la réalité. Travail, routine, l'argent, philosophie, art et littérature, il y a peu qui parlent de ça. Ensuite, on est préoccupé par le travail et la consommation. C'est ce qui conduit à un appauvrissement intérieur et même un vide existentiel. On parle après de la souffrance silencieuse, de la dépression, oui, désespoir. Il y a des statistiques avec l'utilisation de dépressifs en France, c'est même inquiétant. Et même, finalement, on a l'impression que les gens nous ont une fatigue intérieure, OK? Et il y a, après une maladie sociale, il y a même, c'est ce qu'on appelle la médiocrité. Oui, je ne sais pas, je suis prof universitaire, mais j'ai l'impression que d'une année à l'autre, les préoccupations et même la motivation des étudiants, ce n'est pas la même. Et ça va comme ça aussi. Donc, il s'agit de médiocrité à la fois intellectuelle, émotionnelle et morale. Et il y a un nivellement par le bas et une uniformisation sociale. D'accord? Même plus que ça, maintenant, on part d'un monde modernité réflexive, okay, où ce n'est pas la même position par rapport au progrès qu'avant. Avant, le progrès, c'était tout ce qui était progrès, c'était très bien vu. Maintenant, les gens posent des questions, oui, et il y a des questionnements sur à la fois les institutions, les connaissances, les normes. Le monde est complexe et avec une mutation extrêmement rapide. L'influence sur toutes les structures sociales et les autres. Et regardez, on n'a pas prévu le Covid.
Il n'y a aucun laboratoire qui a prévu le Covid. On n'a pas prévu la guerre en Ukraine. Il y a plein d'autres choses qu'on n'est pas capable de prévoir. Par contre, après, les signes noirs, on est super capable d'expliquer, mais c'est tout à fait logique, d'accord? Mais même j'ai mis ici le bouquin de Beck, oui, qui parle de société des risques, oui, et on parle aussi de l'infobésité, c'est-à-dire abondance des informations et confusion entre information et connaissance. Les gens, s'ils ont entendu parler de physique quantique dans une vidéo sur YouTube, oh, je suis expert en physique quantique. D'accord? Ensuite, il y a c'est ce qu'on appelle une illusion du savoir. D'accord? Et j'ai trouvé quelque part qu'on est moins intelligent qu'on pense et on est plus ignorant qu'on pense. OK? Donc, et après, j'ajoutais aussi, justement, à la fin, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut faire de manière que l'IA est un élément qui participe à l'éducation et qui aide l'éducation et que l'IA n'est pas vraiment un problème. OK? Aussi, vous avez le bouquin de Vargas Llosa concernant la civilisation du spectacle. J'ai beaucoup aimé cette phrase, oui, qui synthétise d'une manière excellente qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Habitués à picorer des informations sur Internet sans avoir à se concentrer longuement, ils ont perdu l'habitude, voire même la capacité de se concentrer. Ils se sont retrouvés contraints de se contenter de cette agitation cognitive propre à l'Internet avec ses connexions et renvois infinis, au point d'en être immunisé contre l'attention, la patience et l'engagement soutenu qu'exige l'acte de lecture. Moi, je trouve que c'est profond. Et vous regardez, sur tout ça vient maintenant l'intelligence artificielle, OK? Et Demis Hassabis, le co-créateur de DeepMind, disait que nous surestimons l'impact de l'IA à court terme et sous-estimons l'impact sur long terme. Toujours Mario Vargas, l'IA mis à notre disposition, oui, nous séduit et façonne progressivement notre esprit jusqu'à le rendre dépendant de ces outils et finalement que nous on devient leur esclave. Après, pareil, si on utilise tout le temps l'ordinateur pour résoudre tous les problèmes de connaissances, la capacité de notre cerveau à construire des structures de connaissances stables, oui, plus notre ordinateur devient plus intelligent, plus nous, on devient stupide. D'accord? Et on parle aujourd'hui même des technologies cognitives, OK? Intelligence artificielle, l'architecture des données, plein de choses, et toutes ces technologies ils ont une influence massive, forte, oui, sur la société, sur les techniques, sur le savoir, et même les technologies de l'esprit avec des nouvelles supports pour écrire son journal. On ne le fait plus dans... D'ailleurs, j'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qui avait son carnet avec toutes les notes intimes et il l'a donné à ChatGPT pour... C'est la plus grande stupidité qu'on peut faire, mais voilà. Et la dernière, je trouve que c'est très important, OK? Que les technologies de l'esprit, elles sont aujourd'hui au service du marché. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'était le grand salon de l'IA, le 10-11, et vous avez vu la position. Les accélérationnistes, oui, ils n'ont pas signé la déclaration. Et au jour d'aujourd'hui, on a justement les plus grandes sociétés qui se sont investies massivement dans le développement des modèles
d'intelligence artificielle, ni les universités, ni les gouvernements, ni d'autres structures ne sont pas capables de développer aujourd'hui un modèle d'intelligence artificielle comme GPT-3, pas 4 ou 4.5. D'accord? Et ça, d'après moi, c'est très dangereux. Tout ça, ça me fait parler de l'accélération et aliénation. Peut-être vous avez lu le bouquin de Helmut Rosa. Okay? C'est le moteur économique. C'est l'idée de gagner de l'argent. Oui? OpenAI, Microsoft et les autres, ils ne vont pas construire des modèles pour nous faire du bien. C'est pour augmenter leur chiffre d'affaires. D'accord? Donc, il y a un moteur économique. Ces moteurs économiques, après, l'accélération économique va accélérer le changement social, parce que si on a WhatsApp et les autres, on est en contact. J'étais tout à l'heure à l'hôtel avec communication à Bucarest, à Tashkent. On a l'impression qu'on est partout. Donc, c'est une accélération sociale. Et cette accélération sociale génère après une accélération intérieure. On est sur place, mais on est en train de courir. Et ça va faire pression sur le moteur économique. Ah, mon téléphone, il est très vieux, c'est pas très rapide. Et le cycle, il est infernal. Si on tombe ici, OK, c'est perdu. L'éternel est une vibration de l'éphémère. Aussi, j'ai beaucoup aimé le texte qui est là, oui. La Terre se couvre d'une nouvelle race d'hommes, à la fois instruits et analphabètes, maîtrisant les ordinateurs et ne comprenant plus rien aux âmes, oubliant même c'est ce que tel mot a pu, j'allais dire, désigner. D'accord? Donc, quelqu'un qui est seulement expert en intelligence artificielle, je ne pense pas qu'il a lu une phrase de ce type. Et la dernière ici aussi, l'homme d'aujourd'hui n'est pas plus mauvais, mais il est seulement plus perdu. Et maintenant, j'arrive à mon plan. D'accord? On va parler un peu de l'intelligence artificielle et cognition humaine, parce que c'est la fascination du cerveau, la fascination de l'intelligence, la fascination de penser qui a fait naître l'intelligence artificielle. D'accord? Ensuite, on va parler un peu intelligence artificielle symbolique, connexionniste et neurosymbolique. Ce sont des mots qui peuvent vous paraître compliqués. Pourquoi parler de ça? Mais je pense que c'est bien et c'est très, très simple à comprendre. D'accord? Après, un peu de l'intelligence artificielle générative, oui, pour générer des images aujourd'hui, vous avez vu, on ne sait plus si la photo qui est dans la presse, elle est vraie ou faux. Il y avait même une revue photo à Paris qui a publié des photos, des images, parce que ce ne sont pas des photos, oui, réalisées par Midjourney ou d'autres, d'accord? Donc, on va parler un peu des GAN, des réseaux antagonistes génératifs s'appellent, oui. GPT, évidemment, parce que tout le monde parle, oui. Qu'est-ce que c'est finalement génératif pre-training transformer, okay? Et voir que derrière, il n'y a que des algorithmes, il n'y a rien intelligent. Il ne pige rien du tout, aucun mot qu'il va l'écrire, il ne sait pas ce que c'est. Et il n'a que des modèles mathématiques, il n'a que des probabilités, des calculs, et en fonction de probabilités, il va proposer tel ou tel mot. D'accord? Et justement, on parle de cognition humaine. Si un gamin à l'école va utiliser ChatGPT, il ne sait même pas comment, quand il va lire un texte qui a une plausibilité extraordinaire, c'est magnifique. Et sans faute d'orthographe, il va le prendre automatique et boum! D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va discuter un peu de ça. Ensuite, voir les dernières avancées dans les modèles de langage. On va parler des modèles de raisonnement, sont carrément
les dernières choses, et les agents. OK? Il y a des agents aujourd'hui, même Manus qui est sorti le 3 mars, qui sont des choses impressionnantes, même pour les gens qui travaillent dans le domaine. Et après je plains de transparence sur la partie atrophie cognitive. Mais, encore une fois, vous êtes très intelligent. On ne va pas rester lire ici tous les détails concernant, par exemple, comment la plasticité cérébrale, elle chute, okay? Ou comment l'esprit critique, ou comment les biais cognitifs de ces intelligences peuvent intervenir. On va passer relativement vite sur cette partie et arriver peut-être vers 2, 3 idées pour voir comment on peut quand même vivre avec cette intelligence artificielle. Parce que si elle est là, elle est pour rester. Et si on ne va pas faire de recommandations, si on n'aura pas de règles correctes, mais on risque de vivre le mythe d'Épiméthée. D'accord? C'est-à-dire celui qui pense après. Et même, il y a plein de gens qui parlent aujourd'hui de l'intelligence artificielle comme un danger existentiel pour l'humanité. Oui, Harari inclus, oui, et plusieurs. Donc, écoutez-moi bien, je ne crois pas. Ça, ce n'est pas le grand danger. Le grand danger, c'est le cerveau de l'humanité. Si les jeunes vont tomber et vont suivre l'intelligence artificielle, ben, rapidement, ils seront des cons. D'accord? Je suis désolé pour le mot, mais finalement, c'est exactement ça. Et il faut former les gens, il faut éduquer les gens. Sinon, on tombe dans, comment ça s'appelle, dans un piège, oui, et pour moi, le danger de l'atrophie cognitive pour l'humanité est plus grand que le danger existentiel qu'elle peut créer. Et aussi, je trouve que au jour d'aujourd'hui, regardez autour de vous, on investit beaucoup plus dans l'intelligence artificielle que dans l'intelligence humaine. D'accord? On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas l'objectif, parce que finalement, on peut se poser aussi la question, mais qu'est-ce que c'est la vie bonne? Si c'est ChatGPT qui va répondre, ou Claude répondre à mes messages, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux suivre Facebook, TikTok, d'accord? Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. Et encore une fois, je vais vous montrer des résultats obtenus, des résultats scientifiques. Et il y a carrément un contraste générationnel. Les jeunes sont beaucoup plus candidats, okay, à tomber dans ces pièges que les adultes. D'accord? Voilà. Comme j'ai changé tout à l'heure, oui, l'informatique a changé beaucoup de paradigmes, depuis le traitement centralisé, décentralisé, informatique de bureau, cloud computing, Internet des objets, calcul déductif, intelligence artificielle. En 2023, IA a été le mot-clé, le mot de l'année. Je vous disais, en 2024, prix Nobel en physique. Hopfield. Il a proposé des réseaux de neurones qu'on ne les utilise plus. Oui, c'est comme une 4L par rapport à une voiture autonome, d'accord? Et Hinton né à Wimbledon, ok? Donc en Europe. Après, il est parti au Canada. Oui. Il était dans l'équipe intelligence artificielle de Google et l'année dernière, il a démissionné justement au mois de mars-avril parce que lui, il dit que, attention, il y a un danger aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et il ne pouvait pas tout dire s'il était payé par Google. Il y a des conférences très intéressantes, vous les retrouvez sur... Mais attention, il n'est pas physicien.
D'accord? Et ils ont reçu un prix pour l'intelligence artificielle. Le jour d'après, j'ai été étonné. En chimie, de nouveau, l'intelligence artificielle. OK? Ici, lui, il est chimiste, mais les deux autres ne sont pas chimistes. Oui, je connais très bien le vice-président de l'Académie roumaine qui est chimiste. Je lui avais dit, voilà, Marius, mais ça nous inquiète. D'accord? Les deux, ils ont reçu le prix Nobel parce que Demis Hassabis, j'ai évoqué tout à l'heure son nom, il est co-créateur de DeepMind, la société qui utilise un type d'apprentissage qu'on appelle apprentissage par renforcement, et c'est eux qui ont créé le modèle pour le jeu d'échecs, okay, qui a battu Kasparov. C'est eux qui ont créé AlphaGo. Okay? Lui, Jumper, c'est le plus jeune prix Nobel en chimie, 39 ans. Mais il n'est pas chimiste. Okay? Et regardez pourquoi ils ont reçu le prix Nobel, parce qu'ils ont un modèle AlphaFold pour étudier les protéines. Et regardez ici, qu'est-ce qu'ils disent? 2,2 millions de nouveaux cristaux identifiés. 700 déjà créés expérimentalement. Ce sont les scientifiques qui disent que ça représente 800 ans de recherche. Et avec une IA comme ça, mais demain, on aura des traitements personnalisés en fonction de notre ADN, en fonction de plein. D'accord? Trouver, pareil, un vaccin pour, je ne sais pas, sera relativement simple. D'accord? Je vois que vous n'avez pas confiance, mais c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que nous, en labo, on ne peut pas tester toutes les combines possibles. Okay? Ou pour trouver la bonne combine, on va passer beaucoup de temps. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Oui, je ne veux pas vous donner une définition académique. Je veux aller plutôt vers ça. C'est quelque chose qui est capable de faire comme l'homme fait des activités avec son cerveau. Voir, percevoir, okay? Apprendre, raisonner, prendre des décisions. D'accord? Et maintenant, on arrive à parler de la cognition humaine. La cognition humaine, et vous avez les trois perspectives pour la cognition humaine. C'est neuroscientifique, psychologique et philosophique. Okay? On regarde que les mots-clés, pas tous les détails. Oui? Ici, science, neurosciences cognitives, elle étudie les circuits neuronaux, okay? Et les réseaux. Mais finalement, les réseaux de neurones d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Okay? On va construire des circuits, oui, qui ressemblent aux circuits du cerveau. Psychologie cognitive. Oui, ici, l'étude de procès mentaux, c'est-à-dire attention, apprentissage, résolution des problèmes et d'autres. Concernant la philosophie de l'esprit, okay, ici, il y a des questions sur la conscience, des questions sur les connaissances. Et vous savez qu'ils disent que si, ce sont les matérialistes qui disent que si on arrive à construire un circuit, un réseau qui va dépasser le nombre de neurones que le cerveau, c'est tout à fait possible que c'est l'émergence de la conscience. D'accord? Mais je pense qu'on est très, simpliste quand on dit ça, parce que je ne crois pas que la conscience est seulement une question de connexion de ce type. D'accord? Donc, en partant de ces circuits, regardez, ils sont proposés de construire un neurone artificiel. OK? Tout au début, même j'ai utilisé votre citation, oui, voilà, faire pour comprendre et comprendre pour faire, vous avez sur le site. Ici, c'est faire pour comprendre. Tout au début, ils ont construit tout ça
pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. D'accord? Comment l'intelligence humaine fonctionne, mais à travers des outils de IA. Et en 1943, voilà un article qui propose le neurone artificiel. Je ne peux pas me permettre de parler avec vous sans évoquer, évidemment, parce que dans sa vie extrêmement courte, il a donné des choses que même aujourd'hui, on les utilise. En 1936, il a publié un article dans une revue mathématique qui a mis les bases de tout ce qui est ordinateur. OK? Algorithme, étapes, OK? Calcul. En 1950, un article qui a été publié dans une revue de philosophie. Et la question qu'il se posait, est-ce que maintenant, si j'arrive à construire une machine, cette machine, elle peut penser? Après, il dit, ça va heurter le philosophe. On ne dit pas, on ne pose pas cette question. On pose plutôt la question si la machine peut imiter. C'est ce que l'homme fait quand il pense. D'accord? Et d'ailleurs, regardez, le premier chapitre, c'était The Imitation Game. Donc, les gens qui ont fait le film, mais ils ont fait, c'était pas très original. Oui, mais, regarde, il y a voilà. Et après Turing, voilà, Floridi parle même de la révolution Turing. Après la révolution copernicienne, darwinienne et freudienne, la 4e révolution. D'accord? Voilà. Première apparition de l'association de mots intelligence artificielle, 1955, août 31. OK? C'était un appel pour un séjour, OK, de recherche à Dartmouth. Et ici, vous avez 4 musclés, OK, qui ont travaillé. Et même, c'est d'ailleurs 1956 qui est considéré la vraie année de naissance de l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont travaillé 1 mois et demi, oui, à Dartmouth College. Et regardez, ça c'est la conjecture de Dartmouth. Tous les aspects de l'apprentissage, OK, ou toute autre caractéristique de l'intelligence peuvent être décrites de manière si précise qu'une machine peut être faite pour le simuler. D'accord? Donc, on doit comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, il n'y a rien d'intelligent derrière. Il n'y a que des algorithmes. Donc, tout a été expliqué. La machine ne fait que suivre des pas. D'accord? Il n'y a pas d'intelligence. Et je voulais vous présenter les choses un peu différentes que vous trouvez dans tous les bouquins ou les conférences sur l'intelligence artificielle. Ici, on a la pyramide données, information, connaissance et sagesse. D'accord? Tout à l'heure, on disait que les gens font la confusion entre information et connaissance. OK? Oui. On sait qu'est-ce que c'est données, d'accord? Et on sait aussi information. Concernant justement les informations, j'évoque de nouveau Harari, qui, dans son bouquin, dit, regardez, il a 2 versions, 2 visions sur l'information. C'est une version naïve, OK, que si j'ai beaucoup d'informations, mais ça va m'apporter la vérité. Et que cette vérité va me conduire à la sagesse et au pouvoir. D'accord? Une vision. Une deuxième vision populiste, OK, et on voit qu'elle s'installe dans plein de choses, plein de pays, oui. C'est si on a l'information, on a le pouvoir, OK. Donc, réseau X et les autres, on voit bien que la vision, d'accord. Et justement, tout son livre est construit pour montrer qu'il y a une autre possibilité, une autre vision sur l'IA, et que ni l'une ni l'autre qui sont évoqués ici ne sont pas le bon. Un bouquin très intéressant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire,
Mais regardez, l'IA pourrait bien changer le cours non seulement de l'histoire de notre espèce, mais de l'évolution de toutes les formes de vie. D'accord? Mais justement, il faut voir comment. Ce n'est pas parce qu'on aura une IA qui va piloter et que ce seront nos erreurs, okay, dans l'utilisation de l'IA. Parce que l'IA, c'est comme n'importe quel outil, c'est une pharmacone. Okay? Je peux l'utiliser dans le bon sens. On revient à cette pyramide. D'accord? Donc, données. On a base de données dans une entreprise. On a système d'information dans une entreprise. On a après base de connaissances. D'accord? En partant des connaissances, on va construire ce qu'on appelle une IA symbolique, qui traite la vérité, qui traite les choses que l'homme lui dit. Voilà, tous les hommes sont mourants. Syllogisme, d'accord? Vous connaissez les systèmes experts, par exemple, qui datent de je ne sais pas comment. Donc, intelligence artificielle symbolique. D'autre part, aujourd'hui, la machine, elle est capable d'extraire les informations à partir des données. Et même extraire des connaissances à partir des données. Cette IA s'appelle, oui, je vois que vous vous doutez, et je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Attention, je n'ai pas dit qu'elle est capable de découvrir des connaissances nouvelles. Parce que si on va lui donner tous les infos, par exemple, et toutes les données que Einstein les avait, ben, elle ne va pas découvrir la théorie de relativité. Okay? Cet type d'intelligence, on appelle l'intelligence artificielle connexionniste. D'accord? On ne va pas rentrer dans le détail entre les deux, mais pour vous simplifier la mémorisation des deux concepts, on peut faire l'analogie avec l'apprentissage de langue. Quand on a appris la langue maternelle, on a utilisé, entre guillemets, intelligence connexionniste. Aujourd'hui, une lettre, une syllabe, un mot, OK, à un moment donné, maman, j'ai faim. D'accord? Donc, on a utilisé plein de données pour arriver à des informations. Par contre, quand j'ai appris la langue française, je n'avais plus le temps de faire tout ce que j'avais fait pour une première année de naissance. Ah, il y a un vocabulaire, il y a une syntaxe, il y a une grammaire, il y a une conjugaison, déclinaison. Donc, on a utilisé une intelligence de type symbolique. D'accord? Et maintenant, je me rappelle qu'à l'INSA de Lyon, j'ai eu un choc culturel. Je n'ai pas compris le sujet qu'on a eu dans l'intelligence artificielle. Quand j'étais étudiant, quand je faisais de l'informatique, je donnais en entrée des données et je lui donnais un modèle, une fonction. Exemple, ici, le données en degrés Celsius et là, la fonction pour les transformer. Et l'ordinateur, il calculait, il me donnait le résultat. D'accord? C'était un calculateur. Aujourd'hui, regardez, c'est une machine inductive. On a dit tout à l'heure qu'elle est capable d'extraire à partir des données des informations, des connaissances. Je lui donne les données en entrée, les données en sortie. Et c'est elle qui va trouver la fonction. C'est elle qui va trouver le modèle. Mais évidemment, si je lui donne 10, il ne va rien trouver. Pour trouver ça, il aura besoin d'énormément de données. D'accord? Et donc, regardez, ça c'est une connaissance, cette formule. Et elle peut la trouver. Pareil, si je lui donne A, B, C dans un triangle rectangle, elle va trouver le théorème de Pythagore. D'accord? Donc, elle est capable de trouver des infos et des connaissances. OK? Ici, c'est une représentation symbolique de neurones artificiels. Oui? Et un neurone illustré avec, comment ça s'appelle, l'état de satisfaction d'un chat. D'accord? En fonction de l'endroit où on va le caresser, l'état, ça va augmenter ou ça va diminuer. C'est pour ça qu'il y a des lignes
vert et rouge. C'est exactement ça qu'on a dans une neurone artificielle. On a des entrées et on a après des pondérations. D'accord? La machine, elle va apprendre comment? D'une manière supervisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour reconnaître le chat, je veux lui donner énormément des images, ok? Et je lui dis chaque fois, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Ok? C'est comme l'apprentissage ou le dressage d'un chien. C'est un maître qui va surveiller, superviser. Ensuite, apprentissage par renforcement. On le laisse tout seul à découvrir et elle a une fonction objective. D'accord? La fonction objective, par exemple, comment ça s'appelle? Un score, elle peut avoir. Ça augmente si c'est bien, ça diminue si c'est mal. D'accord? Et comme ça, regardez, un logiciel de type fait par DeepMind, en 4 heures, est capable d'arriver au niveau de grand maître en échec. Parce qu'elle va faire énormément de mouvements, ok, et avec chaque mouvement, elle va apprendre. Et après, elle va retrouver les règles. D'accord? Ensuite, apprentissage non supervisé. Oui. Peut-être que je peux déjà anticiper. Maintenant, pour une intelligence artificielle comme ChatGPT, okay, tout ce qu'elle sait faire, c'est de prévoir le mot suivant. D'accord? Mais pour arriver à ça, elle a eu une quantité énorme de données et elle a appris tout seul. Par exemple, il a intelligence artificielle. Après intelligence, c'est le mot artificiel. Et elle fait tout seul, non supervisé ou auto-supervisé, afin de trouver la bonne probabilité qu'après intelligence, c'est artificiel. Vous pouvez dire, mais pourquoi on ne fait pas nous? C'est-à-dire apprentissage supervisé. Mais on ne peut pas. Parce qu'il a tant de données que si on met toute l'humanité, je ne sais pas combien de temps on va travailler. D'accord? C'est pour ça qu'un modèle comme ChatGPT, oui, il travaille un mois, même plus, avec plein de cartes graphiques, afin justement de faire un apprentissage auto-supervisé, d'accord, pour s'améliorer. Très bien. Intelligence artificielle et cognition humaine. C'est en 1968 que deux chercheurs ils ont trouvé l'explication pour le fonctionnement du cortex visuel. Oui? Et apparemment, il y a plusieurs couches de neurones. Une première qui va identifier les éléments simples. Oui? Par exemple, ici, des lignes sur l'horizontale, diagonale. Après, de combine. Et les infos d'ici sont envoyées couche suivante pour identifier. Justement, c'est Yann Leca qui a travaillé, le français, qui a travaillé pour les réseaux, un réseau neural convolutif, ok, avec exactement structuration par niveau de réseau. Okay? Il a fait la reconnaissance de caractères de nombres manuscrits. Okay? Et après, ici, on a les informations, les données. Il y a c'est ce qu'on appelle un filtre convolutif, on ne rentre pas dans le détail, qui va balayer l'image. Avec ça, on arrive à réduire la taille, on applique de nouveau le filtre, on réduit de nouveau, on applique le filtre, on réduit plusieurs fois, et à la fin, on construit un réseau, okay, pour identifier le caractère 0, 1 ou les autres. D'accord? Regardez, ici, c'est toujours apprentissage supervisé. Ouais? Si on
commence à dessiner, d'accord, mais vous avez vu comment le réseau s'excite, oui, et après, paf, il reconnaît, voilà, c'est 4, c'est... Pour arriver à trouver les bonnes valeurs pour toutes les relations qui sont là, on va faire un apprentissage long, c'est-à-dire on va lui donner énormément de choses, des chiffres 2 par exemple, 3, 4 et les autres, d'accord? Essentiel est de retenir qu'ici c'est une boîte noire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, d'accord? Ça arrive, ça fonctionne, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Pour les chats, regardez, c'est pareil. Okay? On lui donne beaucoup d'aides. Il va identifier, comme on a dit tout à l'heure, différentes couches, oui, des neurones. Et après, c'est l'IA qui va identifier les caractéristiques du chat. Okay? Mais si elle trouve les caractéristiques, déjà, on peut penser. On peut lui demander de faire une combine de caractéristiques et donc de construire une autre chat, d'accord? Ici, c'est l'idée avec les différents niveaux de neurones, ok? Et comme je sais que vous êtes curieux et intéressés, il y a une très grande différence entre le cerveau humain, la cognition humaine et l'apprentissage machine. Okay? Pourquoi il faut lui donner des dizaines de milliers d'images avec un chat? Okay? Un gamin, mais il a vu 2-3 chats, c'est bon. Okay? Parce que justement, quand j'étais à l'université, j'ai appris que l'homme arrive dans le monde tabula rasa. Il n'y a rien dans le cerveau. Okay? C'est l'empirisme de John Locke. Mais ce n'est pas vrai. Oui, on arrive avec des modèles innés. Oui. En lisant le bouquin de Daiene, j'étais même étonné. On a même les modèles des probabilités, des modèles pour l'apprentissage de langue et plein d'autres. C'est pour ça que l'homme, il apprend de plus vite. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, avec cet apprentissage, oui, supervisé, avec ce système de reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans une image, ils ont organisé un concours, ImageNet s'appelle. Oui. Et regardez, en 2010, 28% d'échecs. OK? 2011, 25%. Donc, ils ont progressé 3%. Oui. D'accord? En 2012, il y a 2 doctorants de Benjo, oui, de Hinton, qui a reçu le prix Nobel, qui ont construit un réseau qui a eu, regardez, taux d'échec 16%, d'un coup presque 10%. Oui. Dans la salle, il y avait même Yann Lequin et toute la presse. Mais comment vous expliquer? Non, on ne sait pas. Ils ne savaient pas, parce que le modèle, il était le même. Justement, les 2 doctorants de Hinton, ils ont fait 2 choses. Première, ils ont multiplié les couches intermédiaires. Mais si je multiplie les couches, ça signifie calcul plus long, plus compliqué. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont utilisé des cartes graphiques NVIDIA avec leur API pour le calcul, CUDA. En conséquence, 2012, marquez-le, c'est l'année Sputnik pour l'intelligence artificielle connexionniste. Depuis, regardez, 19, 22, 150, maintenant sont des milliers, des dizaines de milliers de couches intermédiaires. Okay? Et le taux de réussite de la machine, regardez, 3% en 2016, 2,3% en 2017. L'homme, il est à combien? 5,1%. C'est pour ça que Hinton, en 2016, il a dit, mais c'est stupide de donner son fils en faculté de radiologie. Parce que l'intelligence artificielle va remplacer le radiologue.
j'habite à Montbéliard, pour prendre un rendez-vous à un radiologue, c'est quelques mois. Donc, Hinton n'a pas eu raison. Par contre, il y a un radiologue de MIT qui a dit « l'IA ne va pas remplacer les radiologues, mais les radiologues qui utilisent l'IA vont remplacer les radiologues qui ne l'utilisent pas. » Donc, ça, c'est valable pour presque tous les métiers. Enseignants, avocats, tout ce que vous voulez. S'il y a des tâches qui peuvent être automatisées, sera fait. OK? Et ici, on ne rentre pas dans les détails, mais vous avez Hinton, vous avez Yann LeCun avec le convolution, vous avez Benjo, oui, qui est toujours à Montréal, il a un institut excellent. Et Benjo, avec ce doctorat, ils ont mis au point justement les réseaux antagonistes génératifs. Et pour 2024, vous avez vu, il y a 2 informaticiens qui ont eu le prix Turing. Prix Turing, c'est comme le prix Nobel en littérature. Mais ici, c'est le prix en informatique. Et c'était pourquoi? Pour l'apprentissage par renforcement. OK? Donc, regardez Hinton, qu'est-ce qu'il a fait? Si on a beaucoup de neurones, il faut calculer tous ces poids. Mais je ne peux pas le faire à la main. D'accord? Il a trouvé une solution, OK, de réseau de neurones avec rétropropagation. Autrement dit, on fait un test, mauvaise réponse. La machine vient sur ses pas et il corrige, OK, augmente, diminue, et N fois jusqu'à quand le modèle il est mieux, OK? Donc, on a eu ici supervised, unsupervised, reinforcement learning, OK? Pareil, cette courbe, ça vous dit peut-être pas mal qu'il y a plusieurs hivers dans l'IA. Et écoutez-moi bien, moi je pense qu'il y a une forte chance qu'on aura bientôt un hiver dans l'IA. Parce qu'il y a tant d'argent qui arrive et pas vraiment de retour. OK? Même avec le projet Stargate de 500 milliards de dollars, mais ça ne va pas créer des miracles. D'accord? Si on donnait 500 milliards de dollars à Einstein pour découvrir la théorie de relativité, ce n'était pas possible. D'accord? Donc, concernant l'IA générative, on ne rentre pas dans tous les détails. Regardez GAN, générative, antagoniste. Il y a 2 réseaux. Il y a un réseau qui génère et un autre réseau qui analyse. Okay? C'est pareil comme j'essaie de faire des billets de banque, faux. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui vérifie. Ah non, on refait un autre, jusqu'à quand? Ah, maintenant ça va. D'accord? Donc, réseau antagoniste. Et aujourd'hui, vous avez plein d'applications, par exemple, pour la génération de visages. Oui, il va générer des visages qui n'existent pas. D'accord? Je n'ai pas comme objectif de rentrer dans ces éléments. C'est seulement pour vous inciter un peu. D'accord? GAN. Ensuite, pour le traitement de la langue, tout au début, on a utilisé l'intelligence artificielle symbolique. On lui a parlé des adverbes, des règles, OK? Et ultérieurement, on a utilisé les réseaux de neurones, OK? Et surtout, en 2017, il y a un article de Google, « Attention, it's all you need ». C'était un article excellent qui a proposé un modèle, OK, de formation de modèles de langage, de grands modèles de langage. Une fois sorti, c'est OpenAI. Quand ils ont vu l'article, c'est exactement ça qu'on a besoin. Et aujourd'hui, tous les grands modèles utilisent Transformer. Moi, je trouve que c'est une durée de vie extrêmement longue. En informatique, on n'a pas... Regardez, ça fait combien? Presque 8 ans. C'est énorme. Okay? Et les gens y travaillent pour trouver d'autres, mais ce n'est pas évident. Et dans un modèle de langage, okay, chaque mot,
sera transformé en nombre. OK? En nombre. Regardez. Ici, c'est le mot pizza. D'accord? Le mot pizza, ça signifie 300 valeurs. D'accord? Donc, c'est ça qu'il voit ChatGPT quand on dit pizza. OK? Il ne sait pas qu'est-ce que c'est pizza. Mais il a ça. OK? Il y a un autre mot, par exemple, ici, Brésil. Toujours 300. Si maintenant il a tous ces mots, il peut calculer la distance entre deux vecteurs. Il va voir quel est le mot qui est le plus proche par rapport aux données avec lesquelles il a été formé. C'est pour ça qu'il va trouver intelligence, hop, un vecteur qui est proche, c'est artificiel. Vous comprenez? Mais ça peut être naturel, ça peut être... OK? Si on a ces vecteurs, on calcule la distance. Exemple, j'ai utilisé ce logiciel pour lui demander les 10 mots, OK, proches de France. Et regardez, Belgium, il n'a pas fait la géographie. Mais il a trouvé la Belgique, oui. Il a trouvé Germanie, Italie. Le dernier, c'est quoi? D'accord? Et ici, encore une fois, c'est un exemple, comment? Pour l'apprentissage. Oui? 300 composants dans le vecteur. Sur ChatGPT, il y a 12 000 vecteurs. Vous vous imaginez? 12 000. Et donc, lui, il ne fait que des calculs de probabilité. OK? Et maintenant, regardez ici, pour comprendre un peu un agent conversationnel. D'accord? Donc, on lui donne énormément de données textuelles. Il fait auto-superviser. Donc, il va apprendre tout seul. Quel est le mot suivant tel ou tel? Si on le laisse comme ça, c'est un monstre qui va arriver. Pourquoi? Sur Facebook, il a toutes sortes de conneries. D'accord? Donc, il va les sortir. En conséquence, il y a une deuxième étape, OK, de filtrage, d'affinage. Il y a des gens qui sont payés de centaines de milliers à l'année, OK, même de millions peut-être, pour affiner et lui donner des choses qui sont solides, valables. Et lui dire aussi, attention, tu évites ça, tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. C'est pour ça que si vous demandez, par exemple, à Dali une image avec Trump et Macron, il va dire non, désolé, je ne le fais pas. OK? Mais ce n'est pas parce que c'est à cause de ça. D'accord? Très bien. Ensuite, ChatGPT est sorti 30 novembre 2022. En janvier, il avait une blague sur Internet. Oui? Quelqu'un a posé la question combien pèse une œuf de vache? Et lui, il a regardé tous les œufs, combien. Il a fait un moyen de. Il a dit mais un œuf de vache pèse entre ça et ça. Ça dépend de la race, ça dépend de la région. D'accord? OK? Posez-lui aujourd'hui la question. Il va dire non, mais les vaches sont des mammifères, baratin, baratin. OK? En conséquence, regardez, la troisième étape, c'est un apprentissage par renforcement, mais avec un feedback humain. C'est pareil comme un éducateur vient, non, la prochaine fois, tu ne dis pas cette connerie. D'accord? Et toutes les réponses négatives oui, qui sortent, ben, il y a une armée d'informaticiens qui vont corriger pour améliorer. D'accord? Ben, ça ne signifie pas intelligence, excuse-moi. C'est pareil que si j'ai un étudiant et c'est le prof qui va lui dire mais tu fais comme ça, comme ça. Hop, d'accord? C'est ce qui est intéressant. Et il faut saisir que maintenant ils sont capables d'utiliser ici non pas renforcement humain, mais comment? Plus fort? Renforcement par l'intelligence artificielle. Il y a un grand modèle d'intelligence artificielle qui sait beaucoup de choses et il va instruire un modèle petit. OK, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas. OK. L'avantage, vous vous rendez compte, mais c'est rapide. Et vous avez vu, DeepSeek. DeepSeek, pour le former, ils ont utilisé
le modèle de Meta, Llama, je ne sais pas, 5,6 millions de dollars pour l'instruire. Et après, ils disent, oh, mais ils ont... Oui, ils pouvaient, parce que l'autre, il est aussi open source, d'accord? Donc, ça, c'est aussi intéressant de comprendre que les modèles qu'on a, mais elles sont capables de se... augmenter en qualité en s'aidant tout seul. Et pour la robotique, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des laboratoires, ils lancent des robots qui vont apprendre à marcher. Okay? Ce n'est pas l'homme qui va lui dire, voilà comment tu fais. D'accord? Donc, même ils ont dit que l'apprentissage par renforcement avec la machine, il est plus efficace que fait par l'homme. Oui? Alors, maintenant, regardez, cerveau humain, 86 milliards de neurones. Okay? Avec les synapses, 10 000 par neurone, on arrive à 10 puissance 15 à peu près. Okay? 10 puissance 15. Regardez, GPT-4, oui? Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les matérialistes, ils disent, mais quand je veux arriver avec 10 puissance 15, mais peut-être que c'est l'émergence de la conscience. Okay? Et on voit ici que le cerveau de fourmi, il est atteint. Là, c'est le cerveau d'un rat, d'accord? Et un autre élément qui est intéressant pour vous, c'est combien de données on file à ces modèles. Regardez, GPT-4, c'est entre 10 puissance 12 et 10 puissance 13. Ici, regardez, 10 puissance 9, c'est tout ce que l'homme va entendre dans sa vie. OK? Là, 10 puissance 13, c'est tout ce que l'humanité a écrit depuis quand elle existe. D'accord? Même, ils disent que bientôt, on aura, comment ça s'appelle, un gouffre d'entranglement pour les données. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur Facebook, ils ont dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on utilise vos données? Parce que avoir les données pour se former sera compliqué. Et aussi, utiliser aujourd'hui des données, on appelle synthétiques. Tout à l'heure, je vous ai dit, génération de visages. Donc, ils peuvent utiliser les images générées pour la formation. OK? On ne rentre pas dans le détail, mais ici, plein de temps, l'idée a été que c'est là où il y a une loi d'échelle. Plus on augmente la quantité de données, plus on augmente les ordis, plus les performances seront grandes. Mais ce n'est pas vrai déjà, et DeepSeek a montré, et même regardez l'efficacité de DeepSeek. Ici, vite fait, sont des LLM privés, des LLM publics, d'accord? On ne rentre pas dans le détail si vous avez après des questions. Donc, elle peut imiter, mais elle ne peut pas innover. Elle peut générer, mais elle ne peut pas comprendre. Elle peut mémoriser, mais pas vraiment raisonner. Elle peut réagir, mais pas vraiment planifier. Okay? Et ici, vous avez regardé la vie de Hinton. Moi, je trouve qu'il est très intéressant. Lui, il dit que l'IA est peut-être déjà plus intelligente que nous. On est d'accord, il n'a même pas intelligence pour le moment, d'accord? Mais c'est ce qu'il dit après, c'est vrai, que l'apprentissage, il est immortel. Si on a appris à une IA, par exemple, de reconnaître les chats, mais je peux multiplier ce programme partout et c'est bon. Okay? Ensuite, que source de fake news, okay? Le robot soldat, okay? Est-ce qu'elle va nous rendre inutiles? C'est-à-dire qu'il va détruire des jobs, okay? Et que nous, on ne sait pas vraiment comment l'arrêter. Donc, il y a des questions qui sont vraies, qui ne sont pas tout à fait portables, mais vous connaissez Hofstadter, le bouquin excellent, Gödel et Scherebach, et ça m'a impressionné, ça m'a fait même la peau de poule, comme on dit, ok? Parce que regardez qu'est-ce qu'il dit, que c'est comme la découverte de... Et après, à la fin, face au progrès rapide de l'IA, un tsunami qui arrive qui va nous surprendre. C'est comme si tout ce que nous pensions savoir se fonde. Et il a dit, j'ai un sentiment d'humilité.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec ChatGPT, vous lui demandez quel est le théorème de Fermat, la petite, la grande, OK, oui, tout ce qu'on a appris, c'est déjà dans ces... Question fondamentale sur la nature de l'intelligence, la conscience, OK, la supériorité potentielle de l'IA. Et même ici, qu'on se rende compte de nos imperfections. Mais peut-être que c'est ça, la vie bonne. Oui, vivre avec ses imperfections, OK, et qu'il est fasciné par l'IA, mais aussi qu'il se pose des questions sur les implications négatives. OK. Michel Serres, OK, on ne rentre pas dans la partie exodarwinisme, les différentes étapes. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Il disait que les jeunes d'aujourd'hui sont comme une métaphore de Saint-Denis. Okay? Autrement dit, ils n'ont pas la tête. La tête est dans le smartphone. Okay? Ça, c'est intéressant. Okay? Ensuite, des bouquins, ça, je l'avais mis... parce que j'étais en Roumanie quand je l'ai lu, OK. Et pareil, ici, vous savez, oui, ça c'est pas mal. La vie spectrale, c'est de l'autre côté, il critique tout, d'accord. Mustafa Suleyman, c'est le chef intelligence artificielle chez Microsoft, et c'est co-créateur de DeepMind avec Assabis, d'accord. Et lui, il disait que bientôt, chacun d'entre nous aura son agent personnel, okay, qui sera comme un chef de cabinet. Oui? Et on a eu déjà le mot, comment s'appelle, agent. Pareil, sur ça, on ne va pas rester. Les accélérationnistes et les long-termistes, qui sont plutôt pour régulariser et avoir un développement calme. Okay? Les derniers modèles qui arrivent, d'ailleurs, c'est DeepSeek qui est sorti en première, avec un modèle de raisonnement. Autrement dit, il explique qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oui? Avant, on devait nous donner dans notre prompt la chaîne de pensée. D'abord, tu fais ça, après tu fais ça, après tu... OK? Maintenant, elles sont capables de se débrouiller tout seuls pour construire la chaîne de pensée. Causalité et contextualité, voilà, c'est discutable, mais ils essayent, et qu'avec ces modèles de raisonnement, il y a plus d'applications industrielles. Les modèles qui sont sortis, OK, et ici une illustration excellente de qu'est-ce que c'est intelligence artificielle LLM simple qui répond tout de suite, OK, et celle qui fait reasoning. Et à côté sont les étapes. Après sont les agents, OK, les agents qui sont capables de faire une activité autonome, okay, d'interagir avec l'environnement en fonction de la température qu'il est dehors, machin, okay. Il a un objectif et il peut faire des actions. Okay. Si, regardez, c'est opérateur de OpenAI, mais qui est accessible seulement si vous avez l'abonnement à 200 €. Okay. C'est Comet de Perplexity qui a annoncé, oui, je me suis inscrit, je n'ai pas encore... et le dernier sorti, regardez, 6 mars, oui, c'est Manus. J'ai vu des vidéos avec la présentation de Manus, c'est le premier agent IA polyvalent. Oui. Vous lui demandez quoi? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est arrivé à construire avec Manus un modèle de langage de type ChatGPT. D'accord? Voilà, très bien. Ici, on ne rentre pas dans le détail. L'idée était avec la loi de Shell, oui, que les connaissances tacites, elle ne peut rien faire, OK, que l'IA a des soucis de compréhension, non pas de performance, que c'est loin, oui, et que les LLM, Yann Lequin dit qu'elles ne peuvent pas nous conduire à ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle générale. Et Yann Lequin, justement, propose d'ajouter un modèle du monde, oui, de manière que
l'IA est capable de réagir en fonction des lois physiques. Si je laisse un objet à côté d'une table, mais l'IA, elle n'anticipe pas qu'elle va tomber. D'accord? Et l'idée qu'avec une intelligence artificielle connexionniste, on disait tout à l'heure, l'IA peut trouver des informations ou des connaissances. Par exemple, le théorème de Pythagore. Mais c'est stupide de consommer l'énergie pour trouver quelque chose que nous on sait. D'accord? Donc, pourquoi utiliser l'IA connexionniste pour trouver des choses qu'on apprend à l'école? D'accord? En conséquence, l'idée est de construire un mix, une intelligence artificielle hybride qui utilise à la fois le symbolique, c'est-à-dire les connaissances, et les données afin de tenir compte du contexte. C'est ce qu'on appelle neurosymbolique. Et après, ici, vous avez une allusion au bouquin de Daniel Kahneman avec système 1, système 2. Actuellement, l'IA fait que ça. OK? Système 1, système 2, non. OK? Concernant l'émergence de la conscience, Stanislas Dehaene disait, qu'est-ce qu'il dit? En principe, aucun réseau fondamental ne s'oppose à l'idée d'une conscience artificielle. Moi, je pense qu'il est très, très rapide en ça. Et je ne sais pas si vous connaissez ou ça vous dit quelque chose, oui, Philippe Guillemont, oui, je viens de le découvrir il y a quelques mois. Et il a ici justement le parc de la pensée, et avec des théories qui sont assez intéressantes. Okay? On a le matérialisme, le déterminisme, la causalité, le hasard. Et, oui, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'avec les dogmes, les 4 dogmes qu'on a imposés, ben, on a plein de pertes. Oui, voilà. La perte de sens, le contrôle IA, oui, l'aliénation et le transhumanisme. Et lui il dit, la vraie intelligence implique la conscience. Donc l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Okay? Et aussi, voilà, il donne une idée comment on peut sortir de ces prisons. Okay? La conscience n'est pas le produit des cerveaux. Oui. Moi, je pense, encore une fois, c'est un auteur à lire. C'est assez flou parfois, okay? Mais c'est un point de vue qui est intéressant. D'accord? Donc, tout le monde pense que l'IA sera un amplificateur de l'intelligence humaine. Okay? C'est un assistant cognitif. L'IA peut être mais c'est vrai, elle peut si nous, on l'utilise correctement. D'accord? Cette perspective, elle est optimiste. Oui, ils disent même l'IA, c'est une bicyclette de l'esprit. Mais nous, il faut qu'on garde le guidon. OK? Non, parce que et que, à long terme, peut-être l'idée d'avoir une synergie entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, d'accord? Une intelligence hybride. J'avais mis des petites citations, quand vous avez, OK? Que l'IA est le voyant qui nous guide vers l'inconnu, OK? Mais c'est l'homme qui doit lui donner la direction. Oui? Et c'est ce qu'on disait, la synergie, oui. Voilà. Est-ce qu'on se laisse guider par l'IA? Parce que combien de fois vous n'avez pas eu confiance totale dans votre GPS? Je vais prendre à gauche, je prends à gauche. OK? Et bien, c'est pour ça que je dis du bois. Et je remettrai du bois. On va peut-être avancer aussi sur la partie atrophie cognitive. Okay? Et comme on a vu tout à l'heure la cognition humaine sur les 3 aspects, concernant maintenant l'atrophie cognitive, on a pour les neurosciences
mais c'est réduction justement des connexions neuronales. Oui. Et la baisse de la plasticité cérébrale. Concernant la partie psychologique cognitive, mais on a pareil la baisse des compétences mentales, mémoire, attention. Je ne sais pas quelle est la durée de l'attention active aujourd'hui. Okay? Et même diminution de l'effort intellectuel. Oui, avec les étudiants, après quelques minutes, il faut faire la pluie, il faut montrer une image pour les réveiller, d'accord? Et sur la perspective philosophique, c'est l'affaiblissement de la pensée critique, de la pensée autonome, et ça conduit à une uniformisation de la pensée et on perd de l'autonomie intellectuelle. Concernant la réduction de la plasticité, en médecine, on dit que c'est la fonction qui va créer l'organe. Si je ne l'utilise pas, ça va s'atrophier. Et pour le cerveau, c'est utilisez-le ou perdez-le. Ouais. L'externalisation excessive des processus cognitifs, justement, par exemple, l'utilisation des GPS va conduire à la réduction de l'activité cérébrale. Il y a des études avec l'hippocampe de taximétriste à Londres et plein d'autres choses. Dépendance et réduction de l'effort mental. Ouais. C'est pareil, une loi naturelle. Minimiser l'effort. La nature, elle est comme ça. Oui, si on laisse une bille descendre, elle va prendre le chemin le plus économe. D'accord? Et pour la pensée, c'est pareil. L'idée de minimiser l'effort cognitif, mais ça va conduire à une perte d'autonomie cognitive. On parle même de paresse cognitive. Et plus on externalise l'information, moins on sera capable de retenir et d'analyser en détail et en profondeur les choses. Exemple, le correcteur automatique. Après, côté philosophique, c'est conformisme. On arrive à penser, avoir une pensée préparée, que l'homme se transforme en simple validateur des choses. C'est ChatGPT qui me donne « Ah oui, c'est bon, OK ». Et donc, on n'est plus un penseur actif. Les exemples. Après, l'IA générative, pour génération d'images, génération de textes, musique et les autres. Neurosciences, c'est diminution de l'activité cérébrale. Psychologique, c'est réduction de l'effort mental et de la pensée critique. Et la dernière, c'est, comme on a vu tout à l'heure, uniformisation de la pensée et perte d'individualité cognitive. Attali, dans son bouquin, vous avez lu, c'est très intéressant, il dit que si on n'utilise plus ces éléments, mais on sera même plus capable de poser la question à ChatGPT ou à Google. L'article duquel je vous avais parlé, c'est celui-là, L'analyse, justement, de l'atrophie cognitive en fonction de l'utilisation de chatbots. Et on va passer vite aux choses de l'article. Voilà. C'est sur 4 mécanismes. L'interaction, la nature dynamique de conversation, la gamification et soutien émotionnel et la simulation des interactions humaines. Ici, il y a des interactions personnelles ou personnalisées, et ça m'attire. Oui.
une fois qu'on a commencé à travailler avec ChatGPT, il commence à nous connaître. Il va dire, voilà, salut Johan, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et tous ces éléments vont nous faire dépendants cognitivement de ces outils. Okay? La nature dynamique des conversations, c'est immédiateté. Okay? C'est la confiance. Comme la réponse vient vite, c'est plausible, vite, on a confiance en ça. Okay? Après, c'est... Voilà, il intervient dans plein de choses, même support émotionnel. Oui, vous avez entendu qu'il y a des gens qui ont construit des chatbots pour reconstituer la personne partie. OK? Et donc, ça va augmenter l'atrophie cognitive. Dernière, OK, voilà. L'affaiblissement de la pensée critique. Ensuite, vous avez les différentes conséquences pour chaque type. Oui? Engagement mental, négligence des compétences cognitives, perte de capacité mémoire, problème d'attention et concentration. Oui? D'accord? Si j'utilise beaucoup les chatbots, OK, mais c'est la réduction de l'attention, la concentration prolongée, la capacité à amener de réflexion approfondie. Manque de connaissances transférables. Okay? C'est-à-dire, s'il me file tout le temps, mais je n'ai pas le temps de lier les connaissances, les choses pour généraliser et pour les utiliser, les adapter dans un autre contexte. Okay? Préoccupation éthique, évidemment. Okay? Diminuer les interactions humaines, ça peut même conduire à isoler les personnes. Okay? Et sur la santé mentale, souvent, quand j'ai des réponses, je me sens incompétent. Je vous rassure. Quand je vois la réponse qu'il me donne, très bien structurée, et on se sent incompétent. Okay? Et on peut perdre la confiance en soi, et ça, après, ça va conduire à un déclin cognitif. C'est Microsoft qui, regardez, ça doit être publié le 26 avril 2025, un article très intéressant, okay? Comment les compétences cognitives sont affectées pour les gens qui utilisent, les gens de savoir. Okay? Et ici regardez, facteur d'influence. Si j'ai confiance en moi, ben, moi, confiance en l'intelligence artificielle. Et donc, l'esprit critique est plus acute. À l'envers, si j'ai confiance dans l'intelligence artificielle, ben, c'est la réduction de pensée critique. D'accord? Les barrières qui m'empêchent d'avoir un esprit critique actif, souvent, c'est la dépendance excessive de l'IA, manque de temps et motivation. Oui, on est pressé. Oui, il y a même des avocats qui ont présenté des réponses données par ChatGPT parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier ces bons. Et aussi, souvent, les réponses sont assez poussées que je ne peux même pas les améliorer. Et donc, je le laisse tel quel. D'accord? Et l'idée est justement, pour garder l'esprit critique correct, il faut construire des modèles qui stimulent l'esprit critique. Okay? Et ici, l'effet Google, ça, vous le connaissez. Oui, l'idée qu'on n'a jamais eu l'accès à tant de connaissances, l'ignorance assez grande. Okay? Exemple ici, si un étudiant rédige une mémoire en ChatGPT, qui a réellement appris? L'IA ou lui? Parce que chaque question que vous posez à l'IA, ça améliore l'IA. D'accord? Et après, nous, on sera quoi?
ou des gens qui copient. Ça, c'est un article aussi très intéressant, publié en Suisse, ok? Et regardez les corrélations négatives significatives entre l'utilisation fréquente des outils d'IA et les capacités de pensée critique, ok? Écart générationnel, qu'on disait tout au début. Les jeunes sont plus disposés à perdre leur esprit critique, ok? Ils deviennent dépendants. Les gens âgés, moins. Et aussi le niveau d'éducation. Les gens qui ont une solide éducation, mais ils restent quand même avec leur esprit critique. C'est pour ça que j'essaie de représenter l'évolution d'esprit critique en fonction de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je pense que ce sera une fonction en S. C'est-à-dire, si je ne suis pas très bien éduqué, mais paf, ça va descendre l'esprit critique. Si je suis bien éduqué, donc je peux utiliser l'IA pour renforcer encore mes connaissances et donc augmenter l'esprit critique. OK? Je ne sais pas, le temps, il est comment? Il est 8 heures, on est bien. Oui? OK. Concernant justement l'esprit critique, je me suis permis d'apporter ici, regardez, les 3 outils cognitifs proposés par Daniel Dennett, qui a décédé l'année dernière. Oui? Rasoir d'Occam, on connaît tous, oui. Le balai d'Occam, ça c'est pour détruire le plus fort argument de notre adversaire. OK? Balayer les arguments forts. Et vous avez vu la 3e, c'est interagissez avec les autres. Mais justement, avec ça, on n'arrive pas. Okay? Et donc, ça, c'est un élément qui peut diminuer l'esprit critique. L'infobésité, okay? Ça, vous connaissez, peut-être vous avez lu aussi le bouquin. Okay? Apparemment, pour visualiser toutes les vidéos réalisées pendant une année, on a besoin de combien d'années, pensez-vous? 10 000 ans. D'accord? Donc, il a les vidéos réalisées pendant une année, pour les visualiser, on aura besoin de 10 000 ans. OK? Donc, c'est l'infobésité. Voilà, comment cohabiter, oui. L'esprit critique, elle est essentielle, OK? Trouver un équilibre entre c'est ce qui m'apporte, OK? Et mon travail indépendant, OK? La formation est indispensable. Je trouve que l'université, aujourd'hui, elle est à la traîne. Et il faut apprendre l'intelligence artificielle, même des âges plus bas. Okay? Parce qu'ils l'utilisent de toute façon, mais ils l'utilisent sans savoir qu'est-ce qu'il a derrière. Et évidemment, la partie réglementation. Okay? Que l'IA, elle fait que des analyses statistiques et prédictives. Ouais? Comme on a vu tout à l'heure avec ChatGPT. Les infos, ce qu'il faut bien comprendre, qu'un modèle comme ChatGPT n'est pas une encyclopédie. Donc, si elle a trouvé quelque part une source, cette source, elle n'est pas enregistrée dans le modèle tel quel. Elle sera perdue parmi les coefs. OK? Je lui avais posé la question. Donne-moi 5 livres écrits par le professeur Roxin. Il m'a donné 5 titres. Aucun de mien. D'accord? Il n'est pas précis et, d'un coup, les réponses sont presque véridiques, plausibles, OK? Mais le savoir qu'on le partage, il est fragile et demain, on ne saura plus c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est faux. OK? Vérité alternative, oui? Les biais cognitifs, je ne veux pas rester sourd, OK? Tous ces modèles vont intégrer à la fois les biais de leur créateur, mais aussi les biais de données. D'accord? Si
Concernant la mémoire, pareil, on va passer rapidement. L'éthique, la responsabilité cognitive. Donc, responsabilité cognitive qu'on doit rester les maîtres. OK? Et qu'il faut vérifier, analyser et valider les réponses et assumer. D'accord? Pour la partie éthique, vous voyez que c'est bien si l'IA sera au service de l'humain. En France, elle a été lancé le projet avec Cédric Villani, OK? Et qu'il faut qu'on revendique notre droit, oui, au libre arbitre et à l'autonomie de pensée. Donc, si on utilise excessivement l'IA, ben, on a perte d'intuition, perte de capacité analytique, oui, l'atrophie cognitive et l'altération de connectivité neuronale. Et si ça baisse, la capacité d'apprendre d'autres choses va diminuer. Et justement, en pensant à ça, c'est quelque chose qui m'est venu dans l'esprit. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, s'appelait Un homme fini, Giovanni Papini. J'ai été en Roumanie, okay, comme élève, et c'était l'idée de quelqu'un avec une vocation prophétique, mais qui se rend compte qu'il ne peut pas réaliser ce qu'il doit réaliser. Okay? En conséquence, je demandais à ChatGPT de proposer un titre et les chapitres d'un livre qui respecte l'idée de Giovanni Papini. Regardez qu'est-ce qu'il m'a proposé. Algorithme de l'âme perdue. Oui? Et après, l'identité à l'ère numérique, confrontation, la quête de l'authenticité, moralité, éthique, l'isolation dans la connectivité, l'impact sur le travail et l'économie, évolution de la créativité, et un deuxième qui est encore plus proche de ce qu'on discute aujourd'hui, la cognition humaine. Le titre, Au-delà du code, l'éveil. Hein? Ben, regardez, pour ce type de choses, on peut utiliser pour faire de brainstorming avec ChatGPT. Et après, on a 7, 8 titres et on peut choisir, mélanger. OK? Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? La distinction entre humanité et artificialité devient de plus en plus floue. Ouais? Et interrogation sur le libre arbitre. Ouais? Je l'avais fait avant de proposer cette conférence. Je l'avais trouvé parmi mes identité et conscience, éthique de la création, synergie, empathie contre la logique, dépendance technologique, résurgence de l'humanisme, révolution de l'intimité, nouvelle économie, IA en tant que créateur. Mais je trouve que chaque fois, l'IA est extrêmement, on disait tout à l'heure que l'émergence de la conscience, mais je trouve qu'elle est presque subjective. Tout ce qui est lié à l'IA est souligné, mis en avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui? Alors, pareil, concernant le choc du futur, j'avais mis des éléments exacerbés justement par l'IA. Oui? L'impact économique, l'incapacité à s'adapter, l'évolution de cette technologie, elle est exponentielle. Oui? J'ai l'impression, j'essaie de me tenir informé, j'ai l'impression de boire de l'eau, d'essayer de boire de l'eau à partir d'une lance de jet d'eau de pompier. Donc, je n'arrive pas. OK? Je demandais ChatGPT à maintenant l'option tâche. Donc, vous pouvez le programmer à faire quelque chose. Chaque jour, à 8 heures, je reçois un email de sa part qui me dit les dernières 10 nouvelles en IA. OK? Je lui avais dit, si tu l'as déjà donné le jour d'avant, tu ne le répètes pas. D'accord? Mais l'abondance, elle est extraordinaire, l'évolution, elle est exponentielle, mais nous, on a le même cervelle. Il y a une coupure. Voilà, vous êtes là, vous êtes curieux, mais il y a plein de gens dont on demande dans la rue, mais heureusement qu'avec le sommet IA, tous les médias, ils ont parlé que de ça, OK?
mais il y a plein de gens qui... Ah non, je suis contre. Tu peux être contre, d'accord? Donc, ça peut générer une rupture entre la masse et les accélérationnistes. Okay? Perte de l'emploi, discrimination algorithmique, singularité technologique, d'autres. Alors, comment s'adapter? Investissement dans l'éducation et la reconversion. Parce qu'il y a plein de métiers qui vont presque disparaître. Il y a d'autres qui seront créés. La théorie de Schumpeter reste peut-être valable. Mais les métiers qui seront créés vont demander au niveau des compétences et de connaissances que les gens ne peuvent pas les acquérir d'un jour à l'autre. Okay? Et si on n'anticipe pas ça, sera dur. Oui? Aussi, redistribution des revenus. Vous savez, avec le revenu garanti, je ne sais pas quoi, une coopération internationale. C'est ce qu'ils ont fait ici. C'est une très bonne idée. Okay? Je pense que pour les réglementations, on a vraiment besoin de coopération au niveau international et créer une commission comme commission pour l'énergie atomique. D'accord? Parce que si en Europe, on a nos règles, les Chinois, ils s'en foutent, les Américains, ils s'en foutent, et vous avez vu quel est le résultat? C'est l'Europe qui est pénalisée. Il y a une nouvelle version qui sort et elle ne sort pas en Europe. D'accord? Et comme pour l'utilisation de la voiture, okay, il y a des règles. On ne peut pas circuler comme on veut. Et ici, je pense que c'est indispensable d'avoir justement des réglementations. Et la dernière, c'était promouvoir la participation démocratique, investissement public, parce que, vous avez vu, il n'y a que de privé. Oui, les grands modèles, mais c'est Microsoft, c'est Google, c'est OpenAI, c'est derrière Claude, Anthropic, mais c'est Bezos, c'est Amazon. D'accord? Quel est le modèle créé par un pays? Non, il n'y a pas. D'accord? Et vers la fin, OK, regardez, c'est excellent comme titre. OK? Ça nous fait rêver. Oui, il y a le mythe du XXIe siècle. Et l'image de droite, la caricature de droite aussi. Vous avez vu que c'est l'IA qui apprend. OK? Et que l'homme, il est l'atrophie cognitive. Oui? Et carrément pour le final, j'ai récupéré quelques vers de plus grand poète roumain, Eminescu, et c'est Glosa. Oui? Très intéressant. Voilà, le temps passe, le temps vient, tu es vieille, oui? Tout est vieille, tout est nouveau. Où est le mal, où le bien? Demande-toi et pèse le mot. N'aie pas peur et n'espère rien. Toute vague comme la vague s'en va. S'il te chasse ou s'il t'appelle, vaut mieux en rester froid. C'est une bonne philosophie. Peut-être que ce n'était pas la meilleure le meilleur choix pour le final, mais quand même, la poésie, la philosophie, okay, vient de compenser, c'est ce qu'on disait tout au début, que c'est le matériel, le travail et les autres. Voilà. Merci de votre attention.